nous devons mener cette guerre ainsi que comme le comprennent nos ennemis, parce que c'est ce que nous avons en face de nous, des barbares. Nous aurions dû déjà depuis longtemps terminer cette guerre si nous l'avions menée de la manière à la manière du Moyen-Orient, telle que nos ennemis la comprennent. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nili Naouri. Nili, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente de Israel, la présidente fondatrice de Israel is Forever. Et avec vous, je voudrais avoir votre réaction. Vous l'avez publié dans un post sur les réseaux sociaux, cette réaction à cette crise, à la décision des Américains de ne pas opposer leur veto à la résolution appelant Israël à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors cette décision vous a mis en colère, on va dire, du côté après la décision américaine, hein, vous a mis en colère et vous suggérez tout simplement à Israël de ne plus tenir compte, on va dire, des impératifs imposés par la communauté internationale et de foncer droit sur Rafah. Bien oui, puisque depuis le début de cette guerre, nous nous efforçons de mener cette guerre à l'occidental, d'essayer de paraître encore l'armée la plus morale du monde, alors que nous avons été attaqués de la manière la plus immorale qui soit. Nous essayons de faire cas des préoccupations de l'administration Biden, puisque nous avons fait l'erreur d'être dépendants d'eux au niveau armement. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que nous mettons en danger notre population. Je vous rappelle qu'hier encore, il y a eu des missiles sur Ashdod et Ashkelon. Donc après 5 mois et demi de guerre, les Gazaouis sont encore capables de lancer des roquettes sur le sol israélien. Nous avons toujours nos otages prisonniers depuis ce 7 octobre meurtrier, et nous sommes là encore à faire cas des états d'âme d'un Biden sénile, et donc nous devons absolument à présent ne penser qu'à l'intérêt israélien. Nous devons mener cette guerre ainsi que, comme le comprennent nos ennemis, de la manière la plus cruelle qui soit, parce que c'est ce que nous avons en face de nous, des barbares qui ne comprennent que la cruauté, et nous aurions dû déjà depuis longtemps terminer cette guerre si nous l'avions menée de la manière à la manière du Moyen-Orient, telle que nos ennemis la comprennent. Et si aujourd'hui il devait y avoir une délégation qui devait partir pour les États-Unis pour se concerter avec les Américains pour savoir exactement comment gérer l'entrée à Rafah, eh bien maintenant nous avons compris que nous devons rentrer à Rafah maintenant, que les soi-disant solutions diplomatiques que les États-Unis attendent dans le Nord, alors que nous avons des centaines de milliers de personnes délogées depuis 5 mois et demi, que nous devons supporter des centaines de missiles depuis le Nord sans réagir, tout cela pour laisser place à une soi-disant solution diplomatique qui n'assurera en rien la sécurité d'Israël dans le Nord. Nous devons comprendre que nous devons entrer au Liban aujourd'hui, ne plus attendre les feux verts de l'administration Biden. Alors, j'entends bien votre message, message de fermeté, mais concrètement, et vous l'avez d'ailleurs exprimé dans une de vos phrases, nous sommes dépendants de l'armement des États-Unis, nous sommes dépendants en matière de munitions, il n'y a plus suffisamment de munitions du côté israélien, tout le monde le sait aujourd'hui, pour mener d'abord une guerre, pour poursuivre et terminer la guerre dans la bande de Gaza, et certainement pas pour lancer une confrontation directe contre le Hezbollah. Nous sommes dépendants des Américains. Est-ce que c'est véritablement le moment opportun pour provoquer une crise avec eux? Nous ne provoquons pas une crise, nous assurons notre sécurité. Et je vous assure que Biden, même au niveau du Parti démocrate, a fait une terrible erreur en ne pas apposant son veto hier à l'Assemblée du Conseil de sécurité de l'ONU, et il en supportera les conséquences. Je ne pense pas un seul instant que les États-Unis ne vont pas envoyer d'armes
même si nous décidons de rentrer dans Rafah de suite. De plus, il y a énormément d'entreprises israéliennes qui se sont tournées vers nos dirigeants, vers le département de la sécurité, pour les informer qu'ils ont toutes les capacités pour transformer leurs usines en usines d'armement. Eh bien, nous devons absolument, à la seconde, transformer ces usines, faire fi de tous les problèmes bureaucratiques, etc., et administratifs, parce que nous sommes en guerre de survie, et donc tout le peuple doit se mobiliser maintenant pour fabriquer des armes et assurer notre indépendance et notre souveraineté. Nous ne sommes pas un énième État des États-Unis, nous ne pouvons pas continuer à être dépendants des États-Unis, ça a été une erreur qui aujourd'hui, nous le comprenons, est fatale. Dans le cadre du nouveau budget, d'ailleurs, il y a beaucoup d'argent qui va être attribué à la fabrication d'armements, mais ça, ce sera pour plus tard. Oui. Aujourd'hui, il faut adopter des mesures d'urgence. Et si aujourd'hui, le peuple doit se mobiliser pour assurer cet effort de guerre, eh bien, nous devons le faire. Finalement, vous ne pensez pas que les Américains, eux aussi, ont leur calendrier, ont leur agenda, et que si on voit que, par exemple, il y a un mois, les Américains ont opposé leur veto à une résolution semblable concernant un cessez-le-feu, et que cette fois, ils ne le font pas, c'est parce que le conflit s'enlise, que on approche des élections américaines, qu'on est en pleine campagne américaine dans les élections présidentielles, et que, d'une certaine manière, l'administration américaine, l'administration Biden, eh bien, veut garantir la réélection du président, et que pour le garantir, eh bien, il faut lâcher du lest, même si le président américain a exprimé, on va le dire de manière très concrète, avec des gestes très solides, son soutien à Israël. Eh bien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de le faire parce qu'il y a des enjeux présidentiels, des enjeux électoraux. Même au niveau du Parti démocratique, je vous le disais tout à l'heure, je pense que Biden a fait une erreur fatale qui lui coûtera cher. Le Parti démocratique, même avec les quelques éléments pro-Hamas qu'il y a, eh bien la grande majorité ne veut pas que l'on touche à Israël et veut apporter son soutien à Israël. Et donc, je ne pense pas que Biden a fait un calcul selon ce que cela lui aurait rapporté dans sa campagne. Je pense que c'est une erreur. Bon, d'abord, nous savons très bien que ça n'est pas Biden qui prend les décisions, mais Barack Obama qui tire les ficelles derrière. Et je pense qu'il a fait là une erreur. D'ailleurs, Trump va l'utiliser à son avantage et c'est tant mieux. Nous devons juste tenir encore quelques mois pour voir cette administration dégager de la Maison Blanche et voir un président qui comprend les enjeux d'Israël et le fait qu'aujourd'hui Israël aurait dû réagir de manière beaucoup plus agressive à ce qu'il s'est passé au 7 octobre et nous aurions dû déjà terminer cette guerre si nous avions fait peu de cas de toutes les exigences internationales qui, nous le voyons bien aujourd'hui, ne nous rapportent rien. Alors, la réaction de Benjamin Netanyahou, on la voit, elle a été c'est également assez, on va dire, ferme, puisqu'il a donc annulé la visite de cette délégation. On le voit, le Premier ministre semble lui aussi un peu en colère face à l'administration Biden, mais est-ce que cette colère, elle n'est pas aussi conditionnée par une situation politique interne de la part de Benjamin Netanyahou, qu'il veut satisfaire, on va dire, l'aile droite du gouvernement, Smotrich et Ben Gvir, et que tout est conditionné par de la politique? On va dire, même en termes, dans une constellation diplomatique complexe, tout est déterminé par la vie politique. Je ne pense pas. J'ai beaucoup de critiques vis-à-vis de Netanyahou et je pense qu'il est responsable pour une grande part de toutes les fausses conceptions qu'on s'était imaginées bonnes pendant une quinzaine d'années, et il a été au pouvoir effectivement pendant de nombreuses années. Cette dépendance vis-à-vis des États-Unis, le fait de penser que la technologie pouvait remplacer les hommes, eh bien, il y a énormément de choses pour lesquelles je le condamne fermement. Pour autant, je pense que depuis le début de la guerre,
il tient bon face à l'administration Biden, qui est une administration aussi hostile que l'avait été l'administration Obama, qu'il avait dû également. C'est difficile à dire ça, Nili, parce que c'est-à-dire Obama, on connaissait ses pôles d'intérêt, ses préférences. Dans le cas de Joe Biden, c'est quand même difficile de le dire parce que Joe Biden, pendant plusieurs mois, il a été aux côtés d'Israël de matière. Je veux dire, on parle de l'armement, je parle des porte-avions qui tout de suite au début du 7 octobre, après le 7 octobre, se sont déployés en mer Méditerranée. C'est difficile de dire que l'administration Biden, elle est hostile à Israël. Mais il faut comprendre que les États-Unis ont aussi un intérêt à déployer leurs porte-avions. Je vous rappelle que le véritable ennemi n'est pas seulement le Hamas et le Hezbollah, qui ne sont que des suppôts de l'Iran. Le véritable ennemi, c'est l'Iran, qui tire les ficelles derrière, qui nous menace de leurs bombes atomiques. Pas seulement Israël, mais les États-Unis également. Donc, il est également de l'intérêt des États-Unis de déployer tout cet armement et de nous envoyer des armes pour que nous menions, nous, au front, cette guerre pour le monde libre. Maintenant, vous savez, il est très facile, et nous l'avons tellement constaté dans l'histoire, de verser sa petite larme diplomatique lorsque on assassine des Juifs. Mais cette larme est séchée de manière tellement rapide lorsque le peuple juif se lève et se bat. Alors, les nations du monde, comme la France également, qui vient assurer de sa solidarité avec le peuple juif lorsqu'on assassine les siens, mais qui se scandalise lorsqu'on ose riposter, eh bien de ce soutien-là, nous n'en avons pas besoin. Nous avions eu la Shoah pour ça. Nous venons de passer l'époque de Pourim dans 127 pays et provinces. On s'apprêtait à tuer les Juifs. Donc nous avons l'habitude des nations qui se dressent contre Israël et contre le peuple juif. La différence aujourd'hui, c'est que depuis 75 ans, nous avons un État indépendant et souverain, que nous avons une armée juive et que nous ne devons compter que sur nous. Nous l'avons compris, nous devons retenir la leçon. Et bien, nous avons effectivement des alliés, mais ces alliés doivent comprendre que passe avant toute chose, l'intérêt du peuple juif et de l'État d'Israël. Alors ça, c'est pour la crise diplomatique, avec, on l'a dit, des relents politiques. Et à propos de politique, justement, on a appris la démission de Gideon Sa'ar, qui a quitté le camp pour la nation de Benny Gantz. Ça devrait entraîner la démission de Benny Gantz. Finalement, dans cette atmosphère, on commence à s'éloigner, on va dire, de cette union nationale qui s'était formée au lendemain du 7 octobre. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette constellation, face à même les critiques dont vous avez parlé envers Binyamin Netanyahou, eh bien, il est peut-être nécessaire d'envisager des élections et que même si la carte politique doit être reformée, apparemment, la droite devrait l'emporter parce que c'est le climat général qui le semble le préciser, mais finalement, peut-être que l'heure de Binyamin Netanyahou a sonné, qu'il doit céder sa place. Ça, nous le verrons aux prochaines élections. Pour l'instant, ce gouvernement a un mandat clair du peuple. Je suis persuadée d'ailleurs que s'il y avait des élections aujourd'hui, le camp national remporterait haut la main la voix du peuple. Pour autant, il n'est pas du tout opportun. C'est pas ce que disent les sondages, en tout cas, pour l'instant. Les sondages ne prennent pas en compte le fait qu'énormément de gens de droite sont déçus, effectivement, de la politique qui a été menée jusqu'à présent. Mais je suis persuadée qu'il y aura d'autres formations, au moins une autre formation de droite avec des gens nouveaux qui auront beaucoup d'électeurs qui voteront pour eux. Et donc, ces personnes, pour l'instant, se reportent sur Gantz, qui n'est qu'un véritable pantin et qui met des bâtons dans les roues du cabinet de guerre avec Eisenkot, ces deux chefs d'état-major qui avaient retiré des centaines de tanks lorsqu'ils étaient chefs d'état-major, alors que nous voyons aujourd'hui à quel point les tanks sont cruciaux pour mener cette guerre à Gaza. Donc des personnalités aussi qui avaient des conceptions tout à fait erronées et dangereuses pour la sécurité d'Israël. Donc, concernant les élections, je pense qu'il est dangereux véritablement d'organiser des élections. En ce moment, nous n'avons pas du tout besoin aujourd'hui d'entendre les slogans des uns et des autres. Nous avons déjà une minorité, une très petite minorité, mais très
avec une voix malheureusement très forte puisqu'elle est relayée par nombre de médias qui s'identifient à leur avis, et donc cette petite minorité fait déjà entendre sa voix et pose des jalons de failles dans notre solidarité extraordinaire qui s'est créée depuis le début de la guerre. Nous devons continuer pendant cette guerre à être unis, cette fraternité, puisque c'est plus que de la solidarité, mais cette fraternité qui existe depuis le 7 octobre doit continuer, doit être maintenue, et nous ne pouvons pas aujourd'hui entamer des élections qui fractureraient encore plus notre population. Il sera temps, bien entendu, après la guerre, de faire ces élections juste après, où à la vérité il n'y a pas véritablement de raison, puisque ce gouvernement encore une fois a eu un mandat qui est censé devoir terminer ses jours. Il faut encore avoir une véritable victoire, en tout cas durant cette guerre, et mener à bien cette guerre. Eh bien, Maître Nili Naouri, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions autour de cette crise donc ouverte entre Israël et les États-Unis, ou peut-être devrait-on dire entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.